Mes parents ont ricané avec mépris, ton absence est le seul cadeau que nous voulons. Je n'ai pas rampé ni supplié. J'ai simplement récupéré mon acompte de 10 000 $ et je suis parti. Le jour du mariage? Panique totale et ruine. La lourde porte d'entrée en bois s'est refermée derrière moi, et le clic aigu et résonnant du pêne dormant qui glissait en place a sonné exactement comme un point final à la fin d'une phrase très longue et très douloureuse. Je suis resté là sur le porche en béton pendant un long moment. L'air glacial de la nuit d'Érié, en Pennsylvanie, fouettait mon visage, me brûlant les joues, mais je sentais à peine le froid. À l'intérieur de cette maison se trouvaient les personnes censées m'aimer inconditionnellement, ma mère Brenda, mon père Gordon et mon frère aîné Derek. Au lieu d'amour, on venait de me remettre mon avis d'expulsion de la famille, enveloppé dans une plaisanterie cruelle et méprisante à propos d'un cadeau de mariage. Ils voulaient que je parte. Ils voulaient que je disparaisse. Et alors que je me tenais là, serrant mes clés de voiture si fort que le métal s'enfonçait dans ma paume, je me suis fait une promesse silencieuse. J'allais leur donner exactement ce qu'ils demandaient. Je m'appelle Valérie. J'ai 28 ans et, toute ma vie, ma famille m'a traité comme une ombre. Vous savez comment c'est avec les ombres, elles sont toujours là, attachées à vos pieds, à vous suivre partout, mais vous ne les regardez jamais vraiment. Vous ne leur parlez jamais. Vous vous attendez juste à ce qu'elles suivent. C'était moi. J'étais l'épine dorsale invisible de la famille et, maintenant tout ensemble en silence, sacrifiant mes propres rêves, me pliant toujours en quatre pour essayer de les rendre fiers. Mais peu importe mes efforts, peu importe ce que je versais d'elle-même dans leur coupe vide, ce n'était jamais assez. La raison de mon invisibilité était simple, elle s'appelait Derek. Mon frère aîné était l'enfant chéri de la famille. C'était un avocat brillant, grand, charismatique, et aux yeux de Brenda et Gordon, il ne pouvait absolument rien faire de mal. La dynamique dans notre maison était douloureusement évidente pour quiconque passait plus de 5 minutes avec nous. Quand Derek entrait dans une pièce, mes parents s'illuminaient. Il lui souriait, lui tapotait le dos avec une immense fierté et pendait à ses lèvres. Quand j'entrais dans la même pièce, je ne recevais que des regards froids, de lourds soupirs et des paroles cinglantes. J'ai grandi en entendant un refrain constant et incessant de comparaison, « Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme ton frère, Valérie ?» disait-il. Les mots n'étaient jamais prononcés doucement. Ils étaient lancés avec une cruauté désinvolte, leur voix tranchant mon estime de moi comme des lames. J'ai tout avalé. Chaque insulte, chaque réussite ignorée, chaque anniversaire où le cadeau de Derek était extravagant tandis que le mien n'était qu'une pensée après coup. Je suis restée silencieuse, enfouissant la douleur profondément dans ma poitrine, croyant bêtement qu'un jour, si je prouvais ma valeur, il finirait par me voir. Je m'étais convaincu que l'amour chez les devait se mériter, et que je n'avais tout simplement pas encore travaillé assez dur pour le mériter. J'étais persuadé que si je réalisais le bon miracle, le brouillard se lèverait et ma mère me regarderait comme elle regardait Derek. Cet espoir désespéré et pathétique était la chaîne qui me liait à eux. Et c'est ce même espoir qui m'a finalement conduite à la plus grande erreur de ma vie professionnelle. Des années avant que le cauchemar du mariage ne détruise le peu qu'il restait de nous, je me construisais une vie plutôt agréable. Je travaillais comme stratège marketing indépendante. Ce n'était pas glamour au début, mais je me démenais. Je proposais des idées, je travaillais d'arrache-pied et je me bâtissais lentement une réputation. J'avais de grands rêves et l'énergie nécessaire pour les réaliser. Mon travail acharné a fini par payer lorsque j'ai décroché un contrat massif avec une grande chaîne de supermarchés régionale. Ils m'offraient 40 000 $ pour restructurer entièrement leur campagne publicitaire régionale. Pour une travailleuse indépendante de 24 ans, 40 000 $ n'étaient pas seulement de l'argent. C'était la sécurité. C'était mon billet pour une véritable indépendance financière. C'était ma chance de me faire un nom dans un secteur très concurrentiel et de prouver à tout le monde, en particulier à mes parents, que j'étais capable de grandes choses. Mais l'univers a une drôle de façon de tester vos limites. Juste au moment où je me préparais à signer les documents et à commencer le projet de supermarché, un désastre a frappé notre foyer. Ma famille possédait une épicerie indépendante de taille moyenne à Érié. C'était le patrimoine de la famille, ce qui avait payé les coûteuses études de droit de Derek. Mais les temps changeaient. Les grandes chaînes s'installaient et le magasin avait touché le fond. Les factures s'accumulaient jusqu'au plafond. Les fournisseurs n'appelaient plus et exigeaient des paiements comptant d'avance. Mes parents se noyaient sous d'immenses dettes. Je me souviens très bien de ce coup de téléphone. Ma mère, Brenda,
m'a appelé au milieu d'un mardi après-midi. Sa voix s'est brisée au téléphone, lourde de larmes, me suppliant de retourner à la maison pour les aider. Mon père, Gordon, un homme habituellement stoïque et fermé sur le plan émotionnel, a pris le téléphone et a admis à voix basse qu'ils étaient sur le point de tout perdre. Le magasin, leur retraite, leur fierté, tout s'en allait à volo. J'ai senti un nœud écœurant se former dans mon estomac. Le contrat de 40 000 $ était posé là, sur mon bureau, en attente de ma signature. Il représentait mon avenir. Mais en écoutant la panique de mes parents, ce vieux désir désespéré d'être leur sauveuse s'est réveillé. J'ai pensé, c'est le moment. C'est ma chance de sauver la famille. Si je fais cela, ils devront m'aimer. Ils devront me respecter. Je ne peux pas les laisser tout perdre. Alors, comme une idiote finie, j'ai renoncé au contrat. J'ai décroché mon téléphone, appelé le représentant de la chaîne de supermarchés, annulé le contrat de ma vie et je suis de nouveau venu m'installer à Érié. J'ai investi la moindre parcelle de mon énergie, de ma créativité et de mon temps dans le sauvetage de notre magasin en faillite. Je suis devenu une machine. J'ai conçu une campagne de marketing agressive entièrement nouvelle à partir de rien. J'ai diffusé des publicités ciblées sur les radios locales. J'ai imprimé des milliers de dépliants et les ai distribués moi-même dans chaque boîte aux lettres dans un rayon de 8 km. J'ai également mis en place les premières publications sur des réseaux sociaux encore rudimentaires pour attirer les clients plus jeunes. Mais je ne me suis pas arrêté au marketing. J'ai épluché leurs comptes. J'ai négocié sans relâche avec les fournisseurs pour réduire nos frais généraux. J'ai convaincu les clients mécontents de revenir. Et j'ai sabré les coûts inutiles que mes parents ignoraient depuis des années. Je vivais pratiquement dans l'arrière-boutique. Je travaillais tard dans la nuit, peaufinant des slogans, concevant de nouvelles affiches promotionnelles éclatantes, survivant grâce à du café tiède et à de l'adrénaline pure. Je me répétais sans cesse, cela va enfin leur ouvrir les yeux. Quand le magasin sera sauvé, ils me regarderont et me diront merci. Et mon plan a fonctionné. En quelques mois, la fréquentation du magasin a doublé. Les allées étaient de nouveau pleines. Les revenus du magasin sont sortis de la zone rouge, et nous avons généré suffisamment de trésorerie pour rembourser les dettes les plus étouffantes. Je les avais sortis du gouffre de la faillite. J'avais sauvé l'héritage de la famille. Le magasin ne faisait pas que survivre, il prospérait. Les clients remplissaient les allées du matin au soir. Les caisses enregistreuses fredonnaient une mélodie rassurante et continue, et les fournisseurs qui nous avaient abandonnés sont revenus avec joie. Nous étions de nouveau en activité, et c'était entièrement grâce au système que j'avais mis en place. J'étais épuisé, au bout du rouleau, mais je ressentais un profond et chaleureux sentiment d'accomplissement. Un soir, Brenda et Gordon ont convoqué une réunion de famille officielle dans le salon. J'y suis allé le cœur battant de nervosité. Je m'attendais à de la gratitude. Je m'attendais à une étreinte chaleureuse, à un merci sincère, peut-être même à un petit signe de reconnaissance pour avoir littéralement sauvé notre famille de la ruine financière. Derek était là lui aussi, assis nonchalamment sur le canapé, jouant avec les clés de sa berline de luxe. Il n'avait pas levé le petit doigt pendant toute la crise. Tandis que je faisais des semaines de 80 heures dans une arrière-boutique poussiéreuse, il avait passé ses mois confortablement installé dans son cabinet d'avocat du centre-ville, ignorant les appels paniqués de nos parents. Ma mère s'est levée, tenant un dossier impeccable. Elle a regardé directement Derek, ses yeux brillants de cette fierté familière et écœurante. Nous avons pris une décision concernant l'avenir du magasin, a-t-elle annoncé, la voix tremblante d'excitation. Nous confions les rênes et le titre de directeur général à ton frère, Derek. J'ai arrêté de respirer. L'air a été aspiré de la pièce. C'est un avocat, a poursuivi ma mère, justifiant cette folie comme si elle tombait sous le sens. Il a la tête pour ce genre de gestion de haut niveau. J'ai regardé mon père. Gordon a juste hoché lentement la tête, évitant délibérément mon regard. C'est pour le mieux, a-t-il marmonné les yeux fixés sur le sol. Je suis resté là, sidéré, la poitrine serrée, l'esprit tourbillonnant violemment. Je les avais sauvés. J'avais sacrifié ma carrière à 40 000 $ et il donnait la couronne à l'enfant chéri qui n'avait absolument rien fait. Derek a souri. Il m'a jeté un sourire narquois en ajustant sa coûteuse cravate en soie. Il s'est adossé, parlant déjà des changements qu'il allait apporter à ma campagne pourtant réussie. Tu t'en es pas trop mal sorti, Valérie, a-t-il dit,
son ton débordant d'une condescendance épaisse et étouffante. Pas trop mal. J'avais sauvé leur héritage, mais pour eux, je n'étais que la roue de secours. J'étais l'employé temporaire, la solution de rechange qui comblait les brèches jusqu'à ce que le vrai fils puisse intervenir et s'attribuer la gloire. Ma mère continuait de parler, louant la vision imaginaire de Derek, comme si mes mois de travail acharné n'avaient été rien. Mon père ne levait même pas les yeux de sa tasse de café. Je voulais hurler. Je voulais renverser la table basse, les attraper par les épaules et exiger qu'ils reconnaissent ce que j'avais accompli. Mais le conditionnement de 24 ans était trop fort. Je n'ai pas hurlé. J'ai avalé la boule de douleur énorme et atroce dans ma gorge, j'ai forcé un sourire tremblant et pathétique, et j'ai continué. Je suis resté au magasin. J'ai passé des nuits tardives à réorganiser les étagères, à mettre à jour les textes publicitaires que Derek s'appropriait, faisant tout pour rester utile. Je me répétais le plus toxique de tous les mensonges, ils finiront par s'en rendre compte. Chaque fois que j'entrais dans le bâtiment, je devais voir le nom de Derek gravé sur la plaque de laiton brillante de la porte du bureau du directeur. Mes parents l'appelaient pour des réunions privées afin de discuter de stratégie pendant qu'on me laissait dans les rayons à réapprovisionner les boîtes de soupe. De temps en temps, Brenda me lançait un distrait, « Bon travail », sur le ton exact qu'on utiliserait pour féliciter quelqu'un d'avoir lavé un sol sale, et non d'avoir sauvé une entreprise. Derek arrivait en retard, lançait de mauvaises idées que j'avais déjà appliquées et rejetées, et mes parents hochaient la tête comme s'ils venaient d'inventer l'électricité. Mon meilleur ami depuis l'université, Julian, voyait clair dans ce manège. Nous nous retrouvions dans un vieux restaurant à la limite de la ville, et il secouait la tête en m'écoutant exprimer mes frustrations. « Ils sont aveugles, Valérie », m'a dit Julian un soir, serrant sa tasse de café. « Tu te tues littéralement pour des gens qui n'ont rien à faire de toi. » J'ai balayé son avertissement, les défendant par habitude. Mais les mots de Julian sont restés gravés dans un coin de ma tête. Je ne pouvais tout simplement pas m'empêcher d'espérer. Je ne pouvais pas cesser d'essayer de mériter leur respect. J'étais dépendante, et leur rare miette d'approbation était ma drogue. J'ai continué d'avancer, ignorant la douleur sourde et constante dans ma poitrine, espérant désespérément le jour où ils diraient enfin que j'étais à la hauteur. Ce jour n'est jamais venu. Au lieu de cela, quelques mois plus tard, la famille a trouvé un tout nouveau moyen de m'exploiter. Derek a annoncé qu'il allait épouser sa petite amie de longue date, Clara Winston. Clara correspondait parfaitement à Derek. Elle était jolie, incroyablement soucieuse de son statut social et fermement convaincue d'être le personnage principal de l'univers. Dès que les fiançailles ont été annoncées, Brenda et Gordon ont immédiatement convoqué une autre réunion de famille. Ils ne m'ont pas demandé si j'avais le temps. Ils ne m'ont pas demandé si j'avais l'argent. Ils m'ont simplement confié les rênes et m'ont informé que je serais l'organisatrice principale et le premier soutien financier du mariage. Ils s'attendaient à ce que je livre un événement sans faille, et ils s'attendaient à ce que je le fasse sans un bruit. À ce moment-là, j'avais lentement commencé à reconstruire ma carrière de marketing indépendante en parallèle, m'en sortant tant bien que mal mois après mois. J'avais réussi à me constituer une petite réserve financière. Mais parce que j'étais encore profondément atteinte par le besoin pathologique d'obtenir leur approbation, j'ai accepté. J'ai puisé dans mes économies durement gagnées, retirant 10 000 $ pour couvrir les acomptes massifs exigés par les prestataires, le lieu de réception luxueux, le traiteur, absolument tout. Je l'ai justifié de la manière la plus triste qui soit, je me disais que je voulais que ce mariage soit absolument parfait, non pas parce que je tenais à Derek ou à Clara, mais parce que j'avais besoin de prouver à Brenda et Gordon que j'étais capable de réaliser un événement d'envergure qu'ils sauraient estimer. Si je pouvais mener à bien l'événement social de la saison, ils verraient enfin ma valeur. Je me suis jeté dans le rôle d'organisatrice de mariage avec la même énergie obsessionnelle que j'avais déployée pour sauver l'épicerie. J'ai passé des semaines scotché à mon téléphone, appelant des dizaines de traiteurs, de fleuristes et de photographes, verrouillant méticuleusement chaque détail. Je savais que je travaillais avec un budget limité, mon propre argent, plus une maigre contribution de mes parents, je devais donc être astucieuse. J'ai conçu un menu élégant mais économique, poulet rôti aux herbes, purée de pommes de terre à l'ail et salade d'été colorée. C'était chic, délicieux et, surtout, cela cadrait parfaitement avec le budget. J'ai parcouru tout Érié pour rencontrer les prestataires locaux, négociant âprement pour maintenir les coûts au plus bas et vérifiant chaque ligne de chaque contrat pour éviter toute erreur coûteuse. Je faisais gratuitement le travail d'une agence événementielle professionnelle, en le finançant de ma poche.
Et pendant un bref instant, j'ai cru que tout était sous contrôle. Mais Derek et Clara ont décidé de s'en mêler. Derek ne voulait pas seulement un beau mariage. Il voulait un couronnement royal. Il voulait un spectacle qui rendrait jaloux ses amis avocats. Les exigences absurdes ont commencé modestement, mais ont rapidement dégénéré. Nous étions en train de prendre le petit déjeuner un matin quand Derek, levant à peine les yeux de son téléphone, a lancé son premier ordre, annule le groupe local, a-t-il exigé. Prends un quatuor à cordes de Pittsburgh. Ceux qui jouent à la symphonie. J'ai arrêté ma tasse de café à mi-chemin de ma bouche. Derek, un quatuor de Pittsburgh facturera le double rien que pour le déplacement. Nous n'avons pas le budget. Et, a-t-il poursuivi, ignorant totalement ma réalité financière, je veux ces orchidées importées rares pour les centres de table. Clara les a vues dans un magazine de mariage haut de gamme. J'ai essayé de lui expliquer les chiffres. Je lui ai expliqué que le budget était extrêmement serré et que mes économies personnelles étaient déjà étirées au maximum rien que pour sécuriser le lieu de réception. Derek a simplement levé les yeux au ciel, poussant un soupir agacé. Tu cherches toujours à faire des économies de bout de chandelle, Valérie, a-t-il ricané. C'est mon mariage. Arrête d'être radine et fais en sorte que ça marche. J'ai cherché le soutien de ma mère. Brenda a bu une gorgée lente de son café, le visage impassible. Il a raison, Valérie, est-elle intervenue. C'est son grand jour. Ne gâche pas tout avec ta négativité. Gordon était assis en bout de table, parcourant paresseusement son journal du matin. Il n'a même pas levé les yeux en hochant la tête pour marquer son accord. Leurs mots m'ont frappé comme une gifle. C'était mon argent qui payait les chaises sur lesquelles ils allaient s'asseoir, mon argent qui payait la nourriture qu'ils allaient manger. Pourtant, j'étais la personne radine et négative. Mais le cycle toxique a continué. J'ai ravalé l'affront et j'ai continué, pensant bêtement que peut-être, si je livrais un mariage parfait et irréprochable, je gagnerais enfin leur respect. Les 2 mois suivants ont été un cauchemar logistique et émotionnel. Je travaillais tard dans la nuit, jonglant entre mes clients indépendants qui me payaient et la rédaction de centaines de mails aux prestataires, essayant désespérément d'adapter les plans pour satisfaire les goûts de luxe de Derek avec mon budget restreint. J'ai réussi à trouver un excellent groupe de jazz local prêt à jouer pour une fraction du coût du quatuor de Pittsburgh, et j'ai commandé des centaines de roses magnifiques qui imitaient le style des orchidées importées que Clara voulait. Chaque choix que je faisais était une manœuvre calculée pour équilibrer leurs demandes délirantes avec la dure réalité de mon compte bancaire qui s'amenuisait. Mais ce n'était jamais assez. Derek continuait de repousser les limites, me traitant comme un distributeur de billets magiques. Un mardi après-midi, mon téléphone a sonné en pleine réunion avec un client. C'était Derek. Il n'a pas dit bonjour, il a juste commencé à aboyer des ordres. Annule le groupe de jazz, a-t-il instamment demandé. Je veux ce DJ célèbre de Cleveland. Celui qui joue dans les grands clubs. Je me suis frotté les tempes, sentant un violent mal de tête arriver. Derek, non. Ce DJ coûte $5000. Je n'ai littéralement pas cet argent. C'est seulement quelques milliers de plus, Valérie, a-t-il dit d'un geste de la main, comme s'il s'agissait du prix d'un café. J'ai perdu patience. Je finance déjà la moitié de ce mariage de ma propre poche. Il n'y a pas de quelques milliers de plus. Débrouille-toi, a-t-il répliqué sèchement avant de raccrocher. Je suis allé dans la cuisine et j'y ai trouvé Brenda. Elle avait entendu toute la conversation. Au lieu de dire à son fils de 30 ans de payer sa propre fête, elle m'a regardé et a secoué la tête avec une profonde déception. Pourquoi ne peux-tu pas simplement faire ce qu'il veut, a-t-elle soupiré, comme s'accessoirisant à me traiter comme une enfant têtue refusant de partager ses jouets. Gordon, qui passait par le couloir, m'a lancé un regard noir et a marmonné, ne gâche pas tout pour ton frère, Valérie. Je me sentais totalement rejeté, comme un fantôme dans ma propre vie. J'avais passé des heures innombrables à coordonner, à m'angoisser sur des tableurs et à sacrifier mes propres projets rémunérés pour concrétiser leur vision extravagante. Je me vidais financièrement et émotionnellement. Pourtant, à chaque étape, il ne m'offrait que de dures critiques. Quelques jours plus tard, nous avons eu un déjeuner de famille pour revoir les faire-part imprimés. J'ai tendu à Brenda une ébauche de la luxueuse suite de faire-part que j'avais conçue. Elle l'a examinée, ses yeux se plissant comme un faucon repérant sa proie. Elle a trouvé une unique petite coquille dans le code postal du lieu de réception.
Elle a jeté l'invitation sur la table comme si elle était contaminée. Négligée, a-t-elle craché. Derek, assis en face de moi, a souri et a croisé les bras. C'est tout à fait Valérie, a-t-il ajouté en riant doucement. Elle rate toujours les détails quand c'est important. Mon sang n'a fait qu'un tour. Je voulais répliquer. Je voulais leur crier à la figure tous les sacrifices que je portais sur mes épaules. Je voulais dire à Derek que sans mon argent, négligé, il se marierait dans un parc public avec des assiettes en carton. Mais le lourd conditionnement m'a encore fait taire. Je me suis mordu la langue si fort que j'ai senti le goût du sang. Je suis retourné à mon ordinateur. J'ai continué à modifier sans fin le plan de table pour satisfaire les parents de Clara qui se disputaient. J'ai continué à confirmer les livraisons et à gérer les appels de prestataires fatigués de voir Derek changer d'avis à chaque instant. J'ai tenu bon, porté par un mélange toxique d'obligation et d'espoir pathétique que, le jour J, il verrait cet événement spectaculaire et apprécierait enfin le travail acharné derrière tout cela. Julien a remarqué le coup physique que cela représentait pour moi. Je perdais du poids, mon teint était pâle et j'avais des cernes profonds gravés sous les yeux. Nous nous sommes retrouvés dans un café du centre-ville d'Érié un soir. Je me suis effondré sur la chaise en face de lui et j'ai immédiatement commencé à me plaindre des exigences sans fin de Derek. Il m'a envoyé un message il y a 1 heure, ai-je dit en me frottant les yeux de fatigue. Il veut maintenant une sculpture sur glace de cygne de 2 mètres de haut pour un mariage qui a lieu dans quelques semaines. Julien ne m'a pas plainte. Il s'est penché en avant, le visage très sérieux, la voix ferme et autoritaire. Valérie, arrête ça, a-t-il dit. Tu te plies en 4, tu te brises en morceaux pour des gens qui, fondamentalement, ne t'apprécient pas, défends-toi. J'ai remué mon café d'un air absent, fixant le liquide sombre. J'ai haussé les épaules, jouant la victime de mon propre espoir. Si je réussis, Julien, si cette journée est parfaite, peut-être qu'ils me verront enfin. Peut-être qu'ils réaliseront que je vaux quelque chose. Il a secoué la tête, me regardant avec un mélange de pitié et de frustration. Ils ne le feront pas, Val, a-t-il dit doucement mais fermement. Ils ne te verront jamais. Tu vaux tellement mieux que leur fausse approbation. J'ai entendu ces paroles. Je savais au fond de mon cerveau rationnel qu'il avait raison, mais la petite fille traumatisée en moi ne pouvait pas s'arrêter. Je suis rentré chez moi et j'ai continué à travailler. J'appelais le lieu de réception tous les jours. Je me suis assuré que les nappes en soie lourde étaient parfaitement repassées. J'ai veillé à ce que le gâteau à 5 étages soit commandé et entièrement payé. J'avais tellement peur de les décevoir que j'ai même versé un acompte supplémentaire de $500 de mon fonds d'urgence pour réserver un groupe électrogène massif au cas où il y aurait une panne de courant sur le lieu de réception. Mes comptes bancaires étaient complètement vides, évaporés. J'étais proche de zéro. Mais je fixais le plafond la nuit et je me disais que cela en valait la peine. Je négociais avec moi-même. Si je pouvais offrir à Derek sa journée magique et parfaite, peut-être que Brenda me regarderait enfin en souriant, d'un vrai sourire pour une fois dans sa vie. Peut-être que Gordon poserait sa main sur mon épaule et dirait autre chose que « ne gâche pas tout ». J'ai mis toute mon âme, ma santé mentale et chaque dollar que je possédais dans ce mariage, croyant sincèrement que c'était ma dernière chance de briller à leurs yeux. À l'approche de la date du mariage, la pression au sein de la famille a atteint un niveau critique. Les délires de grandeur de Derek ont complètement échappé à tout contrôle. Il ne s'agissait plus de célébrer un mariage, mais de monter une production théâtrale pour prouver sa supériorité à tout le monde aérien. Et comme ce n'était pas lui qui payait les factures, il n'y avait aucune limite dans son esprit. Environ 2 semaines avant le grand jour, mon téléphone a vibré, un message de sa part. Il m'avait envoyé un lien vers un service de traiteur ultra luxueux situé à 3 villes de là. Le texte disait « Changement de programme. Le poulet est embarrassant. Réserve ces types. Je veux les amuse-bouches au caviar beluga et le stand de découpe de bœuf wagyu. » J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que les lettres se brouillent. Du caviar. Du bœuf wagyu pour 200 invités. J'ai senti une sueur froide couler sur ma nuque. Je l'ai immédiatement appelé, la voix serrée par la panique. « Derek, je viens de voir ton message. Je ne peux pas les réserver, ai-je expliqué, essayant de masquer mon hystérie. Le traiteur actuel est déjà payé en totalité. Si j'annule maintenant, on perd la compte, et ce nouvel endroit va littéralement faire exploser le budget. C'est de l'argent que nous n'avons pas.
Il y a eu un long silence glacial à l'autre bout du fil. Quand il a enfin parlé, sa voix était de glace. « Tu m'affiches, Valérie ?» a-t-il sifflé. « Je suis un avocat respecté dans cette ville. Je ne vais pas servir du poulet bas de gamme à mes collègues. Débrouille-toi. » Il a raccroché avant que je ne puisse répondre. Je tremblais. Je me suis rendu chez mes parents, espérant ramener un peu de réalité dans cette situation. J'ai trouvé Brenda dans le salon, en train de polir l'argenterie. Je l'ai supplié de faire entendre raison à Derek. J'ai étalé les tableaux Excel sur la table basse, lui montrant exactement ce qui avait été dépensé et le peu qu'il restait. Je lui ai montré mes relevés bancaires personnels, prouvant que j'étais fauché. Brenda a à peine jeté un coup d'œil au papier. Elle a poussé un soupir théâtral et profondément agacé. Elle a pris une cuillère en argent et l'a essuyé vigoureusement. « Fais ce qu'il veut, Valérie » a-t-elle dit, sa voix totalement dénuée d'empathie. « Ce n'est pas si difficile. Arrête de faire une montagne d'un rien. » Gordon était assis dans son fauteuil inclinable, la télévision hurlant un match de sport. Il n'a même pas tourné la tête. Il a juste hoché la tête en direction de l'écran et a grogné son accord. Leur rejet a brûlé comme de l'acide dans mes veines. Ils exigeaient que je fasse apparaître de l'argent par magie et me traitaient de raté parce que je n'y parvenais pas. J'ai rassemblé mes papiers, les mains tremblantes d'un mélange de rage et de chagrin. Mais malgré tout, la partie brisée de moi a continué à travailler. J'ai passé les 3 jours suivants à passer des appels frénétiques, à ajuster les plans de table, à essayer de trouver un juste milieu miraculeux qui satisferait l'ego de Derek sans me ruiner complètement. Je tournais sans sommeil, porté par une volonté désespérée, priant pour qu'une fois le mariage terminé, le cauchemar prenne fin et qu'il m'apprécie enfin. La veille du mariage, l'atmosphère dans la salle à manger de ma famille aérienne était si lourde de tension qu'on aurait pu la couper au couteau. La répétition s'était bien passée, mais le courant sous-jacent d'hostilité était palpable. Brenda avait préparé son traditionnel rôti du vendredi soir, un repas qui signalait habituellement une soirée tranquille. Mais ce soir-là, personne ne mangeait. Le lourd silence était étouffant. Derek était adossé à sa chaise, ignorant la nourriture, faisant défiler son téléphone avec une mine sombre. Clara, sa future épouse, était assise à côté de lui, piquant silencieusement sa purée de pommes de terre en évitant le regard de tout le monde. Gordon buvait méthodiquement un grand verre de vin rouge, levant à peine les yeux de son assiette. J'étais assise à l'autre bout de la table, sentant un nœud de terreur froide se serrer dans mon estomac. J'avais passé les 6 derniers mois de ma vie à planifier cet événement. J'y avais investi $10 000 de mes propres économies. Le lieu de réception était réservé. Les prestataires étaient payés. Le planning était fixé. Tout ce que nous avions à faire, c'était de nous présenter demain. Mais en observant leur visage renfrogné, je sentais que c'était différent. C'était comme si une tempête sombre s'accumulait juste au-dessus de la table. Je me suis préparé mentalement, espérant simplement que nous pourrions terminer le repas dans le calme. J'ai pris une petite bouchée de rôti, priant l'univers pour que cette soirée se termine enfin. Mais Derek a rompu le silence. Il a posé son téléphone sur la table d'un coup sec et bruyant. « Valérie, nous devons améliorer le menu » a-t-il annoncé, la voix plate, sans même me regarder. Je me suis figé. « Quoi ? Le menu » a-t-il répété, levant enfin les yeux avec un regard dur. « C'est tout basique. Ajoute des queues de homard au plat principal. Et je veux ce champagne millésimé de Napa Valley pour les toasts, pas le mousseux bon marché que tu as acheté. » Il s'est interrompu, agitant la main d'un geste dédaigneux. « Oh, et renvoie le photographe local. Engage ce type de Pittsburgh, celui qui a couvert le gala du gouverneur l'année dernière. » Clara veut un style plus éditorial. J'ai fixé mon frère, ma fourchette suspendue à mi-chemin de ma bouche, complètement paralysé. Mon cerveau peinait à assimiler l'audace de ce qu'il exigeait à 12 heures du mariage. Des queues de homard pour 200 personnes. Du champagne à $500 la bouteille. Un photographe de luxe qui facturait $3000 la journée et qui n'allait certainement pas faire le déplacement aérien sur un préavis de 12 heures. J'ai posé ma fourchette. J'ai pris une profonde inspiration, essayant d'empêcher la panique de monter dans ma gorge. J'avais déjà épuisé mes économies personnelles jusqu'à la limite. Le solde de mon compte bancaire était dérisoire. J'avais couvert plus de la moitié du coût total du mariage. Derek,
Je ne peux pas, ai-je dit, forçant ma voix à rester calme et posée. C'est trop tard, et nous n'avons pas les fonds nécessaires. Comment ça, tu ne peux pas, a-t-il répliqué, les yeux plissés. Je veux dire exactement ce que je viens de dire, ai-je répondu en me penchant en avant. J'ai déjà payé pour tout. Le lieu, le groupe de jazz, les fleurs, le traiteur. Il n'y a plus un seul centime. Le budget est à 0. Derek a ricané. C'était un son bruyant et laid. Il a repris son téléphone en secouant la tête. Tu es toujours d'une avarice incroyable, Valérie, a-t-il craché. C'est mon mariage. C'est le jour le plus important de ma vie. Débrouille-toi. Avant même que je ne puisse assimiler son insulte, Brenda a claqué son verre de vin sur la table. Le bruit sec du verre contre le bois a fait sursauter tout le monde. Ses yeux brillaient d'une fureur dirigée droit sur moi. Il a absolument raison, a sifflé Brenda, la voix débordante de venin. C'est un jour unique dans la vie de ton frère. Pourquoi choisis-tu aujourd'hui pour être d'un égoïsme aussi incroyable? Gordon a enfin levé les yeux de son assiette. Son visage était rouge de colère et de vin. Il a pointé un gros doigt vers moi. Ne gâche pas tout pour ton frère, Valérie. Fais ce qu'on te dit, a-t-il ordonné d'un ton bourru et menaçant. J'ai regardé le visage furieux de ma mère, les joues rougies de mon père et enfin mon frère qui trônait là comme un roi suffisant exigeant un tribut. L'injustice flagrante de la situation m'a submergé comme une vague d'eau glacée. J'avais littéralement vidé mes économies à 0 pour eux. J'avais passé 6 mois atroces à répondre aux appels, à négocier des contrats et à ravaler ma fierté pour offrir à Derek une journée parfaite. J'avais sacrifié ma carrière, ma tranquillité d'esprit et ma stabilité financière. Et pourtant, les voilà à 12 heures de la cérémonie, me traitant d'égoïste parce que je ne pouvais pas faire apparaître 3000 $ pour un photographe célèbre ou un festin soudain de queue de homard pour 200 personnes. Le lourd conditionnement qui m'avait fait taire pendant 28 ans s'est brisé. Pour la première fois de ma vie, je ne me suis pas excusé. Je ne me suis pas précipité pour trouver une solution pour leur plaire. Je suis resté assise là, ressentant une étrange clarté froide monter dans ma poitrine. Je ne suis pas égoïste, maman, ai-je dit, ma voix étrangement calme. Le tremblement de mes mains avait complètement cessé. Je n'ai simplement plus d'argent. Je vous ai donné 10 000 $. C'était tout ce que j'avais. Il n'y a plus rien à donner. Derek a laissé échapper un rire moqueur. Il s'est penché vers Clara, faisant comme si je n'étais pas dans la pièce. Tu vois, je t'avais dit qu'elle ferait des économies sur notre dos au dernier moment, a-t-il chuchoté à voix haute. Clara est restée les yeux fixés sur son assiette, refusant d'intervenir, approuvant silencieusement par son inaction. Ma mère a croisé les bras fermement. Ses yeux étaient aussi froids et impitoyables qu'une tempête hivernale. Elle m'a regardé non pas comme sa fille, mais comme une machine défectueuse qui avait fini par tomber en panne et devenir inutile. Tu as toujours été exactement comme ça, Valérie, a dit Brenda, la voix débordante d'un dégoût absolu. Tu fais toujours les choses à moitié, tu te préserves toujours. Tu ne t'investis jamais quand c'est vraiment important pour cette famille. Ton frère mérite ce qu'il y a de mieux, et tu essaies délibérément de tout gâcher par pure jalousie mesquine. De la jalousie. J'ai presque ri à haute voix. J'étais complètement épuisé, brisé mentalement et physiquement, et ils pensaient que j'étais jalouse. J'ai répliqué, ma voix s'élevant enfin pour égaler la violence de leurs accusations. J'ai payé la moitié de ce mariage, ai-je crié, ma voix résonnant contre les murs de la salle à manger. J'ai fait absolument tout ce que vous m'avez demandé. Je l'ai planifié. Je l'ai réservé. Je l'ai financé. Je ne peux pas continuer à verser de l'argent que je n'ai littéralement pas dans ce gouffre sans fond. Derek m'a jeté un regard méprisant. Il a pris son verre de vin avec désinvolture, y a bu une goulée lente avant de le reposer. Le sourire suffisant sur son visage s'est gravé à jamais dans ma mémoire. Alors peut-être que tu ne devrais pas du tout participer à ce mariage, a-t-il dit à la légère, comme s'il parlait du beau temps. Brenda s'est penchée en avant au-dessus de la table, son regard se verrouillant dans le mien avec une intensité terrifiante. Elle a porté le coup fatal sans la moindre hésitation. Tu sais quoi, Valérie, a sifflé Brenda, ses mots tranchants et calculés pour infliger le maximum de douleur. Ton absence est le seul cadeau de mariage que nous voulons. Le plus beau présent que tu pourrais faire à ton frère demain, c'est de disparaître de cette famille pour toujours.
La pièce est tombée dans un silence complet et terrifiant. C'était un silence de mort, étouffant. J'ai regardé mon père. Gordon n'a pas bronché. Il ne m'a pas défendu. Il a continué à fixer son assiette, mâchant sa nourriture comme si sa femme ne venait pas de renier leur fille. J'ai regardé Derek. Son demi-sourire était triomphant. Ils avaient tracé leur ligne dans le sable. Ils avaient fait leur choix de manière claire et brutale. Ils voulaient l'argent, ils voulaient le travail, mais ils ne voulaient pas de moi. Et à cet instant précis, dans ce silence de mort, le dernier fil qui me reliait à la famille s'est rompu. Après tout ce que j'avais fait, après toutes ces années à me briser le dos pour porter leur fardeau, une personne normale aurait hurlé. Une personne normale aurait renversé la table, en voyant le rôti et le vin s'écraser sur le sol. Je voulais dresser la liste de chaque sacrifice que j'avais fait, depuis le contrat de 40 000 $ auquel j'avais renoncé jusqu'aux centaines d'heures passées à comparer le prix des nappes pour le grand jour de Derek. Mais en regardant leur visage, le regard haineux de Brenda, la lâcheté indifférente de Gordon et le sourire incroyablement suffisant et victorieux de Derek, j'ai compris une vérité profonde, cela ne changerait rien. Je pourrais hurler jusqu'à ce que mes poumons saignent qu'il continuerait à me faire passer pour la méchante. Il l'avait choisi, lui. Il le choisirait toujours. Et il croyait sincèrement que j'étais comme un chien errant qui finirait par revenir en rampant pour mendier des miettes d'affection. Mais je n'avais plus aucun espoir. Et quand on n'a plus d'espoir, on n'a plus rien à craindre. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas supplié pour qu'ils me comprennent. Je me suis levé lentement. Le grincement strident de ma chaise en bois sur le parquet a résonné comme un coup de feu dans la pièce silencieuse. Je ne leur ai pas dit un mot. J'ai tendu le bras, attrapé mon sac à main sur le dossier de la chaise et pris mes clés de voiture. Elles ont cliqueté bruyamment dans ma main tremblante. Très bien, ai-je dit doucement, d'une voix basse mais incroyablement ferme. Si c'est ce que vous voulez. J'ai tourné le dos et je suis sorti de la salle à manger. Alors que j'atteignais le couloir, j'ai entendu ma mère s'écrier d'un ton agacé plutôt que regretté, « Ne fais pas de scène dramatique, Valérie. » Je l'ai ignoré. J'ai marché droit vers la lourde porte d'entrée, je suis sorti sur le porche en béton et j'ai tiré la porte derrière moi. J'ai pris soin de la claquer fort. Le clic résonnant de la serrure a été le point final. L'air glacial d'Erié a frappé mon visage comme un coup physique, mais un feu immense s'était allumé dans ma poitrine. J'ai marché vers ma petite voiture un peu cabossée, je l'ai déverrouillée et je me suis glissé sur le siège conducteur. Le cuir était glacial et mon souffle formait de la buée dans l'air froid tandis que je serrais le volant. Je suis resté assise là, dans le noir, pendant un long moment, mon esprit tournant à 1000 à l'heure. Il voulait que je parte. Il voulait que je disparaisse. Il croyait sincèrement qu'il pouvait presser jusqu'à la dernière goutte de mon soutien financier et émotionnel, puis me jeter la veille du mariage comme un déchet. Il pensait que j'allais rester sagement à la maison demain à pleurer dans ma chambre pendant qu'il profitait de la magnifique fête à 10 000 $ que je leur avais payée. Non, cela n'allait pas se passer comme ça. Je n'allais pas m'effacer en silence. J'en avais fini d'être l'épine dorsale invisible. J'en avais fini d'être l'ombre. Je ne savais pas exactement à quoi ressemblerait le reste de ma vie, mais je savais exactement à quoi ressemblerait la journée de demain. J'ai démarré le moteur, le chauffage s'est mis à vrombir. Ma résolution s'était transformée en acier trempé. Ils voulaient un mariage sans moi. J'allais leur donner exactement ce qu'ils demandaient. Demain, ils allaient apprendre ce qui se passe quand le paillasson décide enfin de se lever et de s'en aller. Je me suis réveillé le lendemain matin à 6 heures pile. Il n'y a pas eu de larmes. Il n'y a pas eu d'hésitation. Les mots cruels de la veille résonnaient encore clairement à mes oreilles, alimentant une énergie froide et calculée que je n'avais jamais ressentie de ma vie. Je me savais sur la bonne voie. Je me suis assise sur mon lit, j'ai pris mon ordinateur et j'ai ouvert mon application bancaire. J'ai fixé l'écran. Le solde de mon compte d'épargne affichait un dérisoire montant de 2 cents $. 10 000 $. Tout le pécule de ma vie était actuellement engagé dans des acomptes non remboursables ou partiellement remboursables pour le mariage de Derek et Clara. Les traiteurs, les fleuristes, le lieu de réception, le groupe de jazz, le grand gâteau de mariage. Tout cela était payé par moi. Tout cela était à mon nom sur les contrats. Ils exigeaient que je disparaisse à jamais. J'ai donc décidé que mon argent allait disparaître en même temps que moi.
J'ai sorti le grand classeur de mariage que j'avais passé des mois à organiser. Je l'ai ouvert à la page des coordonnées des prestataires et j'ai pris mon téléphone. Il était tôt, mais ces prestataires préparaient un événement d'envergure, je savais donc qu'ils répondraient. Tout d'abord, j'ai appelé l'entreprise de traiteurs de luxe. La responsable a répondu, la voix stressée mais polie. « Bonjour, c'est Valérie, ai-je dit d'une voix parfaitement calme et professionnelle. Je suis la titulaire principale et la payeuse sur le contrat pour le mariage et Winston d'aujourd'hui. Je vous appelle pour annuler l'intégralité de la commande. Ne chargez pas les camions. N'apportez pas la nourriture. » La responsable a eu un haut le cœur. « Missy, l'événement a lieu dans 6 heures. La nourriture est déjà préparée. Si vous annulez maintenant, vous perdez un pourcentage massif de votre acompte en guise de pénalité. » Je me moque de la pénalité, ai-je répondu froidement. Conservez le pourcentage stipulé légalement dans le contrat pour une annulation le jour même et remboursez immédiatement le solde restant sur ma carte de crédit. Si vous livrez cette nourriture, je contesterai le débit pour transaction non autorisée. Elle a bafouillé, a essayé de demander ce qui n'allait pas, mais je l'ai coupé, j'ai confirmé l'annulation et j'ai raccroché. Ensuite, j'ai appelé la fleuriste. Annulez la livraison, lui ai-je dit fermement. Pas de centre de table, pas de bouquet de mariée, pas de roses. Rien ne doit aller sur le lieu de réception. Appliquez les frais d'annulation et remboursez le reste de mon paiement immédiatement. J'ai continué à descendre la liste comme une machine. J'ai appelé le groupe de jazz. J'ai appelé la boulangerie et leur ai dit de jeter le gâteau à 5 étages à la poubelle parce que je ne paierai pas les frais de livraison. J'ai appelé l'entreprise de location et j'ai annulé le groupe électrogène ainsi que les chaises de qualité supérieure que Clara avait exigées. Chaque prestataire était sous le choc. Ils m'ont supplié de reconsidérer ma décision, m'avertissant des lourdes pénalités financières liées à une annulation le jour même de l'événement. Mais je me moquais de perdre $3000 de frais. Subir cette perte en valait largement la peine si cela permettait de retirer les $7000 restants sous les pieds de Derek. Comme j'étais la seule signataire de chaque contrat et que ma carte de crédit était la seule enregistrée, les prestataires n'avaient absolument pas d'autre choix que d'obtempérer à mes ordres directs. À 9 heures du matin, j'avais systématiquement démantelé l'intégralité du mariage. J'avais récupéré la grande majorité de mon argent. Les remboursements étaient déjà en attente sur mon compte. J'ai refermé le lourd classeur de mariage, j'ai marché vers la poubelle et je l'ai jeté dedans. Le bruit sourd qu'il a fait en touchant le fond de la benne a été le son le plus satisfaisant que j'ai jamais entendu. Je ne ressentais absolument aucune culpabilité. Aucun remords. Ils voulaient que je sorte de leur vie, et j'avais obéi. J'étais enfin libre. Je n'étais pas là pour assister aux retombées, bien sûr. Mon téléphone était éteint et jeté dans un tiroir. Mais j'ai appris tous les détails de ce chaos réjouissant quelques jours plus tard par Julien, qui avait été invité en tant que convive et s'était présenté sur les lieux sans savoir ce que j'avais fait. Selon Julien, l'après-midi est arrivé et les invités ont commencé à se garer devant le magnifique lieu historique du centre-ville d'Érié. Ils ont franchi les grandes portes doubles dans leurs costumes coûteux et leurs robes élégantes, portant des cadeaux emballés, et ils ont pénétré directement dans une immense caverne vide et résonnante. Le personnel du lieu avait déverrouillé les portes, mais comme j'avais annulé tous les prestataires externes, il n'y avait absolument rien à l'intérieur. Aucune chaise n'était installée pour la cérémonie. Aucune rose ne bordait les allées. La salle de réception était un désert de tables nues, sans la moindre nappe, serviette ou couvert en vue. Julien m'a dit que la panique pure qui régnait dans l'air était enivrante. Clara, vêtue de sa robe blanche extravagante à plusieurs milliers de dollars, se tenait au milieu du hall vide, pleurant de manière hystérique, son maquillage coûteux coulant sur son visage en épaisse traînée noire. Les proches chuchotaient bruyamment, errant dans une confusion totale, se demandant où était la nourriture et pourquoi il n'y avait pas de musique. Derek écumait pratiquement de rage. Son visage était rouge vif alors qu'il hurlait sur le directeur du lieu, exigeant de savoir où étaient les traiteurs et le groupe de jazz. Le directeur, un porte-bloc à la main, l'a simplement regardé et a dit « Monsieur, la titulaire principale du contrat, Valérie, a appelé à 7 heures ce matin et a annulé l'intégralité des services. Nous avons reçu pour instruction de refuser toutes les livraisons. » La réalité a alors frappé la famille et de plein fouet. Ils avaient poussé le paillasson trop loin, et le paillasson avait emporté le sol avec lui. Sans nourriture, sans chaise, sans musique ni boisson, il n'y avait pas de mariage.
Quelques tentatives désespérées ont été faites pour commander des pizzas, mais l'humiliation de la situation était trop forte pour la famille de Clara, obsédée par le statut social. Les invités sont repartis l'air embarrassés en moins d'une heure, propageant des rumeurs qui allaient alimenter les ragots derrière pendant des décennies. L'événement mondain de la saison était devenu la farce la plus catastrophique qui soit. Quand j'enfin rallumé mon téléphone le lendemain matin, mon écran s'est immédiatement bloqué sous le volume des notifications. Il y avait plus de 40 appels manqués et des dizaines de messages vocaux hystériques. J'en ai écouté quelques-uns juste pour savourer ma victoire. La voix de Brenda était suraiguë, complètement paniquée. « Valérie, qu'as-tu fait ? Tu es un monstre. Tu as complètement ruiné la vie de ton frère. Tu nous as affichés devant toute la ville. » Gordon avait également laissé un message, sa voix froide et tremblante de rage, « Tu es morte pour nous. Tu es une honte absolue pour le nom des haies. » Je les ai écoutés, assises tranquillement dans ma cuisine, buvant une tasse de thé chaud. Leurs accusations ne m'ont pas touché le moins du monde. Je ne ressentais pas une seule once de honte. J'ai simplement appuyé sur le bouton supprimer l'un après l'autre, effaçant leur voix de mon téléphone et de ma vie. Le lundi soir, Derek a réalisé que hurler sur ma messagerie ne lui apportait pas l'attention qu'il convoitait. Il a donc transposé sa crise de colère sur Internet. Il s'est connecté sur un forum communautaire local très fréquenté d'Érié et a publié un long texte venimeux à mon sujet. Julien m'a envoyé le lien. Ce texte était un chef-d'œuvre de manipulation absolue. Derek s'y dépeignait en mari innocent et au cœur brisé. Il écrivait que sa sœur jalouse, profondément malveillante et mentalement instable avait délibérément saboté le plus beau jour de sa vie par pure méchanceté. Il mentait effrontément, affirmant que c'était lui qui avait tout payé et que j'avais illégalement annulé les prestataires pour lui voler son argent. Les commentaires se sont accumulés rapidement. Des voisins que je connaissais depuis l'enfance, des gens dont j'avais emballé les courses, sont venus me traiter de folle, d'égoïste et de monstre. Ma mère a même répondu au fil de discussion, jouant la victime dévastée, elle a toujours eu de graves problèmes. Nous prions simplement pour son âme. Assise dans mon appartement, en lisant ces mensonges, j'ai eu la nausée. Une grande partie de moi voulait répliquer. Je voulais publier mes relevés bancaires. Je voulais publier les reçus prouvant que chaque centime dépensé pour cette salle vide venait de mon argent. Je voulais révéler comment il m'avait maltraité psychologiquement pendant des décennies et avait exigé du homard alors que j'en étais réduite à manger des nouilles instantanées. Mais je me suis retenu. Mon doigt est resté suspendu au-dessus du clavier, puis j'ai fermé l'ordinateur. À quoi bon ? Ils n'admettraient jamais leur tort. S'engager dans un déballage public m'aurait maintenu lié à leur drame toxique. Ils essayaient désespérément de contrôler l'opinion publique pour sauver les apparences dans une petite ville. Qu'ils la gardent, leur petite ville. Je visais une vie plus grande. Le lendemain matin, je me suis rendu dans les bureaux d'une agence de marketing locale avec laquelle j'avais parfois collaboré. J'avais passé des années à me constituer un portefeuille solide et rentable de clients indépendants. Je suis entré dans le bureau du directeur et lui ai proposé de lui vendre l'intégralité de mon entreprise, mon fichier client, mes contrats en cours et mes actifs de marque. En 2 heures, l'affaire était conclue. J'ai vendu mon activité parallèle pour une somme forfaitaire de 25 000 $. J'ai signé les documents juridiques sans la moindre hésitation. Ces 25 000 $, combinés aux 7 000 $ que j'avais récupérés du mariage annulé, étaient mon ticket d'or pour quitter Érié. Mais j'avais un dernier lien à couper. Des années auparavant, lorsque j'avais sauvé l'épicerie familiale, j'avais investi formellement 5 000 $ de mon propre argent dans l'entreprise pour éviter que le magasin ne ferme, détenant ainsi une part minoritaire du capital. Avec Derek aux commandes qui coulaient l'affaire, je savais que cela ne durerait pas. Je me suis rendu directement à la banque, j'ai présenté mes documents juridiques et j'ai officiellement retiré l'intégralité de mon investissement, prélevant l'argent directement sur le compte d'exploitation du magasin. Je n'ai pas appelé Brenda ou Gordon pour les prévenir que leur compte de paie allait soudainement se retrouver très léger. Je n'ai pas envoyé de mail. Ils m'avaient explicitement dit de disparaître, et je ne faisais que régler mes derniers détails. Sans mon argent pour équilibrer le compte, sans moi pour gérer secrètement leur logistique dans l'ombre, les fissures du magasin allaient s'ouvrir de manière béante. J'ai rangé mes vêtements, mon ordinateur et quelques livres préférés dans 2 grandes valises. Le vendredi après-midi, j'étais assise près de la fenêtre d'un bus Greyhound, regardant le paysage gris et morose d'Érié s'effacer dans le rétroviseur. J'avais acheté un aller simple pour Asheville, en Caroline du Nord.
J'en avais fini. Le voyage en bus a duré 14 heures, mais à la seconde où j'ai posé le pied sur le trottoir d'Asheville, j'ai su que j'avais fait le bon choix. L'air ici ne sentait pas la rouille et les vieux regrets. Il sentait les pins et les nouveaux départs. Les sommets massifs des Blue Ridge Mountains entouraient la ville comme un mur protecteur, gardant la toxicité de mon passé bien éloigné. J'ai loué un petit appartement d'une chambre très modeste dans un quartier tranquille juste en dehors du centre-ville. Ce n'était pas luxueux, le parquet grinçait et la cuisine était minuscule, mais il y avait une grande fenêtre offrant une vue magnifique sur les montagnes. La première nuit, je me suis assise seule sur le sol nu, mangeant des plats à emporter bon marché dans leur carton, et je me suis sentie physiquement plus légère que je ne l'avais été en 28 ans. Personne n'exigeait rien de moi. Personne ne me comparait à un enfant chéri. J'étais juste Valérie. Je me suis accordé une semaine pour me reposer, pour dormir sans réveil et pour laisser le choc émotionnel des derniers mois s'apaiser enfin. Puis je me suis remise au travail. J'emportais mon ordinateur dans les cafés locaux et je commençais à proposer mes services de marketing aux petites entreprises d'Asheville. C'est ainsi que j'ai rencontré Martha Flynn. Martha possédait une boulangerie chaleureuse et animée en plein cœur du centre-ville. Dès que j'ai poussé la porte, attirée par l'odeur incroyable de cannelle fraîche et de pain chaud, elle m'a accueilli d'une voix forte et chaleureuse, avec un large sourire. Elle avait la cinquantaine avancée, son tablier était entièrement recouvert de farine blanche et elle dégageait une chaleur maternelle intense et sincère. Je m'étais installé au comptoir pour rédiger une proposition, et nous avons commencé à discuter. Martha était incroyablement perspicace. Elle n'a pas cherché à fouiller dans mes traumatismes, mais quand j'ai mentionné que je venais de Pennsylvanie pour repartir de zéro, elle a fait glisser un énorme muffin chaud aux myrtilles sur le comptoir, offert par la maison. Il faut beaucoup de courage pour tout emballer et repartir de rien, ma belle, m'a dit Martha en s'appuyant contre le comptoir, le regard bienveillant. Elle m'a raconté sa propre histoire, comment elle avait tout perdu dans un divorce difficile il y a 10 ans et s'était installée ici pour bâtir cette boulangerie de ses propres mains. Il n'y avait aucun jugement dans sa voix, aucun intérêt caché, aucun chantage affectif. C'était un contraste tellement saisissant avec Brenda. Au cours des semaines suivantes, la boulangerie de Martha est devenue mon refuge. Elle m'a présenté à la chambre de commerce locale, vantant mes compétences en marketing auprès de tous ceux qui franchissaient sa porte. Grâce à ses recommandations enthousiastes, j'ai décroché 3 nouveaux clients solides dès mon premier mois. J'ai commencé à passer mes soirées à la boulangerie après la fermeture, assise sur un tabouret saupoudré de farine, buvant du thé chaud et aidant Martha à essuyer les tables. Elle est devenue la mentor stable et rassurante dont j'avais désespérément eu besoin toute ma vie. Elle célébrait mes petites victoires, totalement indifférente à ce qu'avait été mon passé et farouchement fière de la personne que je devenais. À Asheville, entouré par les montagnes et l'odeur du pain sucré, j'apprenais enfin à respirer. Tandis que je me construisais une vie paisible et tranquille dans les montagnes, l'empire de la famille et en Pennsylvanie s'effondrait pour devenir un tas de ruines. Je gardais mes parents et mon frère complètement bloqués sur toutes les plateformes, mais Julien vivait toujours à Erie et il me tenait informé grâce à de brefs appels téléphoniques très satisfaisants toutes les quelques semaines. « Tu as vraiment retiré le pilier central du temple, Val », m'a dit Julien au téléphone un dimanche après-midi en riant doucement. Sans mes $5000 de réserve sur le compte d'exploitation, et surtout sans moi pour corriger constamment ces énormes erreurs logistiques en coulisses, Derek avait complètement détruit l'épicerie familiale. Il s'était aliéné les fournisseurs en leur parlant comme à des chiens, avait manqué la paix à 2 reprises et avait refusé de réapprovisionner les rayons avec les articles de base dont le quartier avait réellement besoin. Moins de 2 mois après mon départ, les fournisseurs ont cessé toute livraison. Les clients entraient dans un magasin au rayon vide et repartaient immédiatement. Brenda a essayé d'intervenir pour sauver l'affaire, mais elle n'avait absolument aucune idée de la façon de faire fonctionner le logiciel de comptabilité que j'avais installé. Gordon s'était simplement retiré dans son fauteuil, rejetant la faute sur l'économie, sur la ville, sur tout le monde sauf sur son fils adoré. Moins de 4 mois après le mariage annulé, l'épicerie de la famille a officiellement déposé le bilan. La banque a saisi la propriété et les lourdes portes en fer ont été enchaînées définitivement. Mais le karma ne s'est pas arrêté là. Le magasin ayant disparu, la principale source de revenus de mes parents s'est évaporée du jour au lendemain. Ils avaient accumulé des dettes massives, principalement pour financer le train de vie luxueux de Derek. Selon Julien, la banque les a contraints à vendre leur grande et belle maison, celle-là même où j'avais passé toute ma vie à me sentir invisible.
Ils ont dû emballer tous leurs meubles coûteux et clinquants pour emménager dans un appartement de 2 chambres exigu et déprimant en périphérie industrielle de la ville. Leur réputation, autrefois bâtie sur l'illusion de la réussite, était complètement détruite. Quant à l'enfant chéri, la vie de Derek s'est effondrée en même temps que le magasin. Son cabinet d'avocat, embarrassé par ses publications haineuses et décousues sur Internet et par sa mauvaise réputation déclinante dans la communauté, l'a congédié discrètement. Il a été contraint d'accepter un emploi humiliant de gérant dans un magasin de bricolage. Et Clara, la mariée obsédée par le statut social, qui voulait des orchidées importées et du caviar. Une fois que l'argent des s'est tari et que leur statut social a disparu, elle a fait ses valises. Les fiançailles ont été définitivement rompues et elle a déménagé dans un autre état, laissant Derek absolument seul à broyer du noir dans sa misère. En apprenant tout cela de la bouche de Julian, je m'attendais à ressentir une immense vague de joie triomphante. Je m'attendais à vouloir faire la fête et jubiler. Mais assise sur le balcon de mon appartement d'Asheville, contemplant les montagnes verdoyantes, j'ai simplement ressenti un profond sentiment de soulagement tranquille. L'univers avait équilibré les comptes. Leur échec était entièrement de leur fait. Je ne l'avais pas causé, j'avais simplement cessé de m'immoler par le feu pour les garder au chaud. J'ai raccroché avec Julian, j'ai pris une grande inspiration d'air pur de la montagne et j'ai réalisé que la famille ne m'importait plus. Ils n'étaient plus que des fantômes. 6 mois après le début de ma nouvelle vie, mon activité indépendante était florissante. Je gagnais le double de ce que je gagnais à Erié. Mon appartement était rempli de plantes vertes vigoureuses et j'avais un cercle d'amis solides. Je me sentais totalement invulnérable. Puis, un mardi matin frais, je suis descendu à ma petite boîte aux lettres et j'y ai trouvé une enveloppe blanche épaisse. Mon cœur a eu un raté douloureux contre mes côtes. L'écriture sur le devant était indubitable, c'était l'écriture cursive serrée et aux boucles parfaites de Brenda. Elle avait réussi à trouver ma nouvelle adresse. J'ai apporté la lettre directement à la boulangerie de Martha. Je me suis assise à une table du fond, fixant l'enveloppe comme s'il s'agissait d'une bombe prête à exploser. Martha s'est approchée, a essuyé ses mains pleines de farine sur son tablier et s'est assise en face de moi. « Ouvre-la » a-t-elle dit fermement. « Ce n'est que du papier, Valérie. Cela ne peut plus te faire de mal. » Mes mains tremblaient légèrement en déchirant le haut et en sortant une lettre de 2 pages. Je l'ai lue en silence. C'était un modèle de manipulation émotionnelle. Brenda écrivait qu'on lui avait récemment diagnostiqué une maladie grave, suspecte mais totalement anonyme. Elle racontait à quel point les derniers mois avaient été dévastateurs, à quel point ils étaient pauvres et combien Derek était gravement déprimé. Et puis est arrivé le piège, elle me suppliait de rentrer à la maison. Elle écrivait que la famille, c'est pour toujours, qu'ils me pardonnaient mon erreur avec le mariage et qu'ils avaient désespérément besoin de mon aide financière pour reconstruire leur vie. L'audace était stupéfiante. Ils me pardonnaient. J'ai tendu la lettre à Martha. Elle a mis ses lunettes de lecture, a parcouru rapidement les pages et a laissé échapper un ricanement sonore de pur dégoût. C'est de la manipulation de premier choix, a déclaré Martha en rejetant la lettre sur la table. Ça sent le chantage affectif à plein nez. Les gens qui vous disent de disparaître ne réalisent pas soudainement votre valeur, ils réalisent simplement qu'ils n'ont plus votre argent. J'ai appelé Julian le soir même et je lui ai lu le courrier. Il était furieux. Ne pense même pas à faire une valise, Val. Elle essaie de te traîner à nouveau dans la boue. Elle se noie et veut se servir de toi comme d'une bouée de sauvetage. Ils avaient tous les deux raison, bien sûr. L'ancienne Valérie, cette ombre terrifiée en quête d'approbation, aurait pris le premier bus pour la Pennsylvanie en versant des larmes de culpabilité, prête à vider son nouveau compte d'épargne pour les sauver d'une maladie imaginaire. Mais cette fille était morte la nuit où j'étais sorti de leur salle à manger. Je me suis rendu dans une papeterie locale et j'ai acheté une carte postale bon marché. Elle représentait une magnifique peinture colorée des Blue Ridge Mountains. Je me suis installé à mon comptoir de cuisine, j'ai sorti un stylo noir et j'ai écrit mon dernier message à la famille. Je ne me suis pas défendu. Je n'ai pas dressé la liste de leurs méfaits. Je n'ai pas demandé d'excuses que je n'obtiendrai jamais. J'ai écrit une seule phrase définitive, je vous souhaite le meilleur, mais je ne reviendrai jamais. J'ai signé de mon nom, j'ai apposé un timbre et je l'ai glissé dans la boîte aux lettres bleues du coin. Les couper complètement de ma vie n'a pas été tout à fait indolore. Il y a encore des nuits où une petite part de moi souffre de l'absence de parents aimants et normaux que j'aurais mérité mais que je n'ai jamais eu.
Mais je sais que rester lié à leur chaos sans fin n'aurait fait qu'éroder la paix magnifique que j'ai tant lutté pour construire. Plus tard dans la soirée, j'ai roulé sur la Blue Ridge Parkway. J'ai garé ma voiture à un belvédère et je me suis assise sur le capot, m'enveloppant dans un gros pull pour me protéger du froid. Le soleil se couchait sur les montagnes anciennes, peignant le ciel à grands traits spectaculaires de violet profond et d'or intense. C'était la plus belle chose que j'ai jamais vue. Je suis resté là à regarder la lumière s'estomper, sentant le métal solide de la voiture sous moi et l'air froid dans mes poumons. Ma valeur n'était plus liée à ce que je pouvais fournir à Brenda, Gordon ou Derek. J'étais Valérie. Je me tenais debout, entièrement sur mes deux jambes. Et pour la première fois de ma vie, cela suffisait amplement.